Monsieur Alexander Makogonov, donc porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Pendant que vous installez, en fait, tout de suite, je vous pose la première question. Pourquoi vous avez accepté notre invitation? Parce qu'en tant que porte-parole, vous êtes un professionnel de la communication. Rien n'est gratuit, tout est séquencé. Pourquoi avoir accepté de parler cette semaine, aujourd'hui? Pourquoi ne pas utiliser une occasion supplémentaire de clarifier nos positions, de répondre à vos questions s'il y en a, et de peut-être souhaiter à vos spectateurs les meilleurs vœux pour l'année 2024? Vous souhaitez aussi clouter une forme de bilan pour la Russie pour l'année? Ouvrir les perspectives On pour peut le 2024, faire, c'est ça si aussi? oui, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Moi, je cherche à savoir quelle est votre démarche à vous. La mienne, je la connais. Oui, on peut le faire, on peut le faire. Bon, en tout cas, on va voir comment on va faire tout ça. On va commencer en vous parlant de la mer Noire. Le navire russe qui a été ciblé par l'Ukraine en mer Noire a bien été détruit, c'est ce que dit le ministre de la Défense britannique qui s'appelle Grant Shapps. Et il dit par ailleurs que la Russie a induit en erreur, là encore je le cite, en affirmant que son navire de débarquement avait été simplement endommagé. Est-ce que vous maintenez que le navire n'est que endommagé ? Selon les informations du ministère de la Défense, le navire a été endommagé. On l'avoue, on le reconnaît. Pour nous, c'est un signal, un signe comme quoi nous devons revoir notre dispositif sécuritaire pour la flotte russe basée en Crimée et être plus vigilants. Donc vous venez ce soir en disant, nous reconnaissant que quelque chose ne va pas en mer Noire pour la Russie. Mais bien sûr, si cet épisode a eu lieu, bien sûr, il faut être plus vigilant. Il faut protéger plus nos navires. Donc, on est en conflit militaire. C'est une situation, disons, attendue, parce que là, les attaques de la partie ukrainienne continuent presque chaque jour, que ce soit sur le terrain de l'opération militaire spéciale sur le continent, que ce soit dans la mer. Donc, bien sûr, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on se protège. On va regarder les images du navire russe qui a été donc bombardé, des images par satellite fournies par Maxar Technologies qui montrent les conséquences de l'attaque ukrainienne contre ce navire de débarquement dans le port de Féodossia. Je le rappelle, on est dans l'est de la Crimée. Une humiliation ou non pour la Russie? Vous qui optez pour une posture de modestie en disant effectivement, visiblement, nous avons un problème. Est-ce qu'il s'agit d'une humiliation pour la Russie? Non, c'est un mot trop grand, humiliation ou camouflé. Non, je vous dis, c'est un épisode qu'on doit prendre en compte et qui, bien sûr, qui nous apprend quelque chose. Mais si vous dites, OK, on doit faire quelque chose, est-ce que c'est parce que vous voyez que potentiellement c'est en train d'atteindre votre crédibilité sur ce front-là? Non, potentiellement. Plusieurs navires ont été touchés ces derniers potentiellement, temps. ce genre d'attaque, c'est un danger pour notre flotte. Et bien sûr, il faut qu'on prenne ce danger et des capacités des forces ukrainiennes d'infliger, disons, des dégâts à notre flotte. Oui. Donc là, il faut qu'on adapte notre dispositif. Vous arrivez à savoir ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La défense anti-aérienne russe, le renseignement Vous savez, mais bon, je suis pas militaire, je suis pas non plus un expert militaire. Je ne sais pas exactement en quoi consiste DEFA, etc. Mais je dois vous dire qu'il n'y a pas dans ce monde une armée parfaite. L'armée parfaite, c'est l'armée qui défile pendant les défilés militaires en uniforme d'apparat, etc. Mais lors d'un conflit militaire, tous les problèmes sortent sur la surface. Donc, et là, c'est une grande force de reconnaître des failles et de les corriger au plus vite. Voilà, c'est ça l'élément de langage, comme on dit. Parce que c'est quand même pas très classique de votre part ou de la part du Kremlin de reconnaître que quelque chose ne va pas très bien. C'est un peu nouveau comme posture, comme position. Non, mais à chaque fois, bien sûr, lorsqu'il s'agit des épisodes pareils, à chaque fois, bien sûr, nous prenons ça en compte et nous adaptons notre dispositif sécuritaire. C'est pas pour nous quelque chose qui est, vous savez, qu'on doit fermer les yeux tout simplement de ne rien faire. Donc là, ça nous apprend toujours. La question des F-16 aussi. Les avions de combat F-16 qui sont probablement déjà en Ukraine. C'est une information de Newsweek citant une source du gouvernement américain. Ça n'a pas été officiellement confirmé, pour être tout à fait précise. Ils sont très attendus, ces F-16, par les Ukrainiens depuis des mois. La bataille du ciel, c'est majeur, vous en convenez, dans cette guerre? Vous savez, il y a un an, tout le monde parlait des chars comme d'une arme miracle qui va marquer un tournant du conflit, etc. Puis après, vous avez montré même sur votre chaîne les images des chars brûlés, y compris des chars allemands, des chars occidentaux en général. Donc pour les avions, ce sera peut-être la même chose. Ça va pas changer le cours du conflit. Parce que les avions, comment l'Occident coalisé peut les envoyer en Ukraine? Une dizaine, une vingtaine, mais bon, en tout cas, c'est pas quelque chose qui va
dramatiquement changer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine en faveur du régime de Kiev. Donc ces avions, ils constitueront bien sûr les cibles légitimes pour nos forces armées et seront abattus s'ils représentent une menace. Pourquoi ce sont des cibles légitimes? Mais parce que ces avions-là, ils portent quelque chose à bord. Ça s'appelle les bombes. Ces bombes seront larguées soit sur des villes, soit seront dirigées vers nos troupes. Donc là, que les Ukrainiens utilisent pour se défendre? Non, mais en fait, c'est... Face à l'agression de la Russie. Le régime de Kiev va utiliser ces avions pour, bien sûr, pour continuer, pour faire prolonger le conflit. Ça ne va rien donner, ça ne va apporter que de nouvelles pertes pour l'armée ukrainienne. Est-ce que c'est bien une guerre? Vous savez, lorsqu'il s'agit de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, on peut appeler ça un conflit. Pas une guerre. Pourquoi toujours si vous voulez, refuser de parler de guerre? Je vais développer le sujet. On peut appeler ça un conflit en quelque sorte fratricide, parce que nous nous battons. En fait, c'est les frères slaves qui s'entretuent. Pourquoi? Parce que une certaine partie de ces frères-là, je parle des Ukrainiens, sont zombifiés, tout simplement, sont gavés par la haine. Pourquoi n'ont pas d'autre choix que de se battre au profit du régime là, qui les envoie. Pourquoi, au bout de 2 ans, vous refusez toujours de parler de guerre? Parce que la guerre, c'est un grand mot, c'est une notion franchement très, très large. Donc là, si c'était la guerre aujourd'hui en Ukraine, vous ne pouvez même pas imaginer l'ampleur des dégâts. Toutes les villes entières seraient en ruine et le nombre de pertes de victimes se compterait par des milliers, des dizaines, de centaines, peut-être de milliers, voire des millions. C'est déjà le cas en termes de dizaines de milliers de victimes, de villes rasées. On a encore vu les images ces dernières heures de la ville de Marinka, avec une discussion pour savoir qui a pris ou non la ville. Mais en tout cas, les images, elles sont là, d'une ville qui est complètement rasée en cendres. Je pourrais en citer beaucoup, des villes comme ça. Ça, c'est pas la guerre? Non, c'est pas la guerre, parce que nous ne pouvons pas faire la guerre contre le peuple ukrainien, parce que c'est pas notre ennemi. On fait la guerre, si vous aimez ce mot, contre ceux qui tiennent les armes pointées contre nous, contre ceux qui veulent détruire notre pays, contre ceux qui représentent une menace permanente pour notre pays. Je ne vous ferai pas changer de vocable sur le sujet, ce ne sera pas pour ce soir, mais on va continuer de progresser ensemble. Vous avez réagi sur les F-16 en disant, bon, en fait, ça va absolument rien changer. Bon, voilà, il y en a une dizaine après tout. Je vais poser la question très directement. Est-ce que dans votre esprit, en fait, c'est plié? Est-ce que dans votre esprit, vous dites, nous, on a gagné? Non, on n'a pas encore gagné, mais certainement on va gagner, parce que si vous regardez la carte du monde, si vous comparez la Russie et l'Ukraine, si vous comparez les potentiels militaires, humains, industriels, économiques, etc., entre la Russie et l'Ukraine, la réponse est évidente. L'Ukraine, qui est un pays qui est absolument dépendante de tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit l'argent, que ce soit les munitions, les armements, le soutien politico-diplomatique, etc., donc ce pays ne peut pas gagner, c'est impossible. Alors, ce pays qui n'est plus tout seul, puisqu'il y a toute une partie du monde à ses côtés, ce pays a réussi à repousser l'assaut russe face à Kiev, à repousser l'armée russe. L'armée russe s'est retirée elle-même, en fait. Personne ne nous a repoussé, parce que si vous vous souvenez bien, nous avons commencé avec l'Ukraine les négociations en mars 2022. Et comme en geste de bonne volonté, nous avons retiré nos troupes nous-mêmes en espérant que quand même nous pourrions atteindre un accord au final. Donc finalement, tout a été torpillé par la partie ukrainienne. Donc là, on n'a pas parvenu à un accord et le conflit continue. Vous espérez toujours prendre Kiev un jour? C'est pas notre objectif. Nous avons tout à fait autre objectif dans cette opération militaire spéciale, et c'est pas les conquêtes territoriales. C'est pas de prendre Kiev ou de prendre, je sais pas, toute l'Ukraine. C'est quoi l'objectif alors, in fine? Nous voulons avoir à nos côtés, à nos frontières, un État amical, un État qui n'est pas rempli de haine anti-russe, qui ne sert pas comme une tête de pont pour les forces extérieures, pour constituer une menace permanente et un facteur d'irritation. Vous ne cherchez pas à reprendre des territoires? Non, mais la Russie est tellement grande, on n'a pas besoin de nouveaux territoires. Que faites-vous dans le Donbass alors du coup? Pourquoi l'annexion si vous n'avez pas besoin de nouveaux territoires? Parce que nous sommes obligés de protéger nos gens. Les gens qui habitent dans le Donbass, qui habitent dans le sud, je parle de la région de Kherson, aux Zaporogiers, c'est nos gens à nous qui parlent la même langue et qui lient leur futur avec notre pays, parce qu'ils sont déjà notre pays, ils ont voté pour ça lors des référendums, donc là, ils n'imaginent même plus leur avenir sans la Russie et en dehors de la Russie. L'objectif s'arrête là? Non. L'objectif s'arrête là? L'objectif du Kremlin s'arrête là? Mais vous parlez de quoi? Vous parlez sur le plan géographique? Oui, territorial, oui. Mais écoutez, je vous dis, les conquêtes territoriales, ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est que l'Ukraine soit stable, prospère, amicale,
mais démilitarisé et dénazifié. À quel prix? À quel prix? Parce qu'il y a des milliers et des milliers d'hommes qui meurent dans vos rangs à vous. Et vous savez très bien qu'on écrit et on lit tous les jours à quel point, potentiellement, Vladimir Poutine, finalement, fait peu de cas de ces hommes qu'il envoie au front, qui meurent par dizaines, voire par centaines, en parlant même dans les écrits, vous savez, de chair à canon. À quel prix? À quel prix vous êtes... Les hauts représentants russes, vraiment à tous les niveaux, disent déjà depuis un moment que pour nous, tous nos objectifs que nous avons peuvent être atteints par la voie diplomatique, par la voie politique. C'est pas un problème. Nous ne renonçons pas aux négociations. Mais le problème, c'est que là, la solution diplomatique n'est pas au rendez-vous. Donc, je vous parle des hommes. Nous devons continuer à atteindre nos objectifs militairement. Je vous parle des hommes. À quel point vous êtes à l'aise avec l'idée d'envoyer au front et mourir des dizaines et des centaines et des milliers d'hommes, les vôtres, russes? Vous savez, vous parlez des hommes russes, mais je vous invite quand même à parler des hommes ukrainiens, car les pertes du côté ukrainien sont vraiment énormes. Cette fameuse contre-offensive qui a commencé officiellement le 4 juin dernier, et jusqu'au maintenant, les pertes de l'armée ukrainienne dépassent 160 000 hommes. À titre de comparaison, c'est plus qu'une moitié de l'armée française en général. Rien que pour ces 6 derniers mois. Et les pertes totales, ça dépasse déjà 380 000 hommes. Donc, de quoi parlez-vous? Demandez au régime de Kiev pourquoi elle envoie ces gens comme la chair à canon dans cette fournaise de la guerre. Quel objectif ils peuvent atteindre? Ils savent très bien que cette guerre ne peut pas être gagnée comme ça, parce que là, ils ont face à eux la Russie. Donc, c'est impossible. Vous êtes donc porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bien sûr, vous voyez tout ce qui se dit dans les médias. Vous avez certainement vu que selon le média Nikkei Asia, Vladimir Poutine aurait l'intention d'entrer en guerre contre l'Ukraine pendant au moins 5 ans. Il aurait fait part de ses intentions à Xi Jinping lors de sa visite à Moscou en mars de cette année. C'est le plan? 5 ans? Enfin, pourquoi 5 ans? Vous savez, il y a plein de spéculations sur ce sujet, la guerre de 5 ans, de 100 ans, etc. Mais en fait, pour nous, c'est pas l'objectif. La guerre, c'est pas l'objectif. Nous sommes obligés de rester dans cet état de l'opération militaire spéciale, car aussi longtemps qu'il le faudra. Car la solution pacifique ne se profile pas. Aussi longtemps qu'il le faudra? Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Si ce n'est pas par la voie politique, nos objectifs seront atteints par la voie militaire. Nous n'avons pas de choix. Et je vous répète, et je vous reviens à un moment très important, que le régime de Kiev, lui-même, le 30 septembre 2022, par le décret présidentiel de président Zelensky, s'est interdit toute négociation avec la Russie. Pour le moment, il n'y a pas l'aide prochaine américaine, elle n'est pas débloquée. Là, aujourd'hui, Washington a débloqué sa dernière tranche d'aide militaire disponible pour l'Ukraine, c'est 250 millions de dollars. Et c'est la dernière aide disponible, donc sans un nouveau vote au Congrès américain. Le rendez-vous, il est donné en janvier 2024, ça bloque, ça coince. Comment vous regardez cette situation? Encore, on est très direct. Est-ce que vous vous frottez les mains? Vous dites, voilà, le vent tourne, le vent occidental est en train de tourner, et c'est très bon pour nous. Peut-être qu'il s'agit d'une certaine prise de conscience à l'Occident, parce que d'un côté, c'est une fatigue par les appétits énormes du régime de Kiev, qui sont prêts à avaler toute aide militaire ou financière, parce qu'ils savent très bien quoi faire avec tout ça. Ils s'empochent l'aide financière, l'aide militaire aussi, ils peuvent vendre et revendre les armes. Donc là, pour eux, franchement, ça peut être un processus interminable. Donc là, pour nous, c'est peut-être un bon signe, une certaine prise de conscience à l'Occident. En Europe, c'est pareil. Les perspectives de l'aide de l'Union européenne restent assez floues. Donc peut-être qu'à un moment donné, nos chers partenaires à l'Occident comprendront que ça n'a aucun sens. Et il faut plutôt, au lieu de sponsoriser l'effort de la guerre, vaut mieux peut-être se concentrer sur les efforts de la paix. Vous parlez de l'Europe, les 50 milliards d'euros qui sont toujours bloqués, et notamment par le vote et la décision de Viktor Orban. Là encore, je poursuis sur un ton très direct. Je vous pose toutes les questions qui se posent à longueur de journée et d'émission. Vous savez très bien que quand on parle de Viktor Orban, il est beaucoup dit et écrit, mais quel jeu joue Viktor Orban? Est-ce que Viktor Orban est l'envoyé spécial de Poutine en Europe? Donc je vous pose la question telle qu'elle. Est-ce que Viktor Orban est un envoyé spécial de Vladimir Poutine en Europe? On a même vu le mot marionnette utilisé. Vous me faites un peu sourire parce que là, vous demandez à un diplomate russe de commenter ce qui se passe dans la tête de Viktor Orban, mais en fait, je veux dire une chose très très simple. Lorsque vous appelez quelqu'un en Europe pro-Kremlin, pro-Poutine, pro-russe, etc., mais ces gens-là, comme le leader hongrois, peut-être il est plutôt pro-hongrois, pro-bon sens, peut-être il voit un petit peu plus que les autres, il voit que
cette guerre, ce conflit n'a aucun sens. Vaut mieux plutôt vraiment se concentrer sur la paix et parler de la paix. Mais bon, puisque le mot paix est devenu une sorte de gros mot dans le vocabulaire occidental, tout le monde ne parle que de la guerre. Parlons maintenant de Donald Trump. Est-ce que vous misez surtout sur la victoire de Donald Trump en novembre aux États-Unis? Est-ce que vous souhaitez plus que tout sa victoire? Mais pour nous, les élections américaines laissons quand même le choix au peuple américain. Pour nous, peu importe qui sera le candidat ou le vainqueur, vous savez, nous ne sommes pas trop naïfs sur ce sujet parce que nous attendons pas du tout que le cap des élites politiques américaines changera dramatiquement après les élections et que tout le monde se précipitera vers la Russie pour nous embrasser. Donc Trump, ça ne changerait pas quelque chose pour vous? Non, mais... Ça ne vous faciliterait pas les choses? Vous savez, je ne veux pas vraiment faire de prévisions, mais vous savez, si on parle de Trump aussi... a adopté des sanctions contre la Russie. Donc là, c'est pas pour nous quelque chose de miraculeux. Donc là, Pourquoi cette réserve en parlant de Donald Trump? En tout cas, moi, je le reçois comme ça sur le plateau. Pourquoi cette réserve sur Donald Trump? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être accusé d'ingérence et de vouloir faire la campagne de Donald Trump? En fait, c'est très difficile de commenter une campagne américaine, étant diplomate russe avant tout, puis sans avoir une moindre idée qui sera le candidat à cette campagne. Et là, vous parlez déjà de Trump, de ci, de ça, mais en fait, on parle de rien. Alors quand même, par exemple, le caucus dans l'Iowa, c'est dans 15 jours à peine pour les Républicains, ça se précise quand même grandement. Et puis tout le monde a bien sûr à l'esprit ce qui s'est passé en 2016. La question de l'ingérence russe par le passé dans l'élection de 2016. Il y a eu tout un rapport, ça fait un bruit monstrueux, ça a eu des conséquences politiques aux États-Unis importantes. Le rapport, c'est le rapport Mueller 2019. Il y avait eu ingérence en 2016. Mais je crois que tous ces rapports-là, donc finalement, c'était démenti par les autorités américaines elles-mêmes. Donc là, vous savez pourquoi je me permets d'utiliser, pardon, je vous couche, vous savez pourquoi je me permets d'utiliser ce ton assez affirmatif? Parce que j'ai relu les propos de Evgeny Prigojine en novembre 2022, qui admettait des ingérences dans les élections américaines. Et il avait même dit ces mots: nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre. Oui, mais il se moquait de vous, il se moquait parce qu'il sait très bien que ces propos-là seront tout de suite repris et relayés par tous les médias. C'est une sorte d'une... Vous savez, c'est une sorte d'une moquerie parce que là, l'ingérence russe, ça fait partie, je veux dire, ça fait partie, ce genre de narratif, ça fait partie de la mythologie politique concernant la Russie, tout comme le chantage nucléaire, le chantage énergétique, le chantage alimentaire, les crimes de guerre, les ingérences, etc. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est du fantasme. Bien sûr, c'est du fantasme. On est dans le fantasme plus total. Alors on va regarder un clip maintenant qui a été diffusé notamment sur la télévision russe Russia Today, qui montre Joe Biden totalement ridiculisé. On va regarder quelques extraits, quelques secondes pour nos téléspectateurs et pour mieux en reparler juste après. Pour les vacances, nous avons préparé un nouveau micro-logiciel. Téléchargez le Russificateur. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает волны ветер, он такой же, как и я. Et donc, voilà pour ce premier extrait, une première partie de clip, parce que ça continue encore après, mais on ne va pas tout diffuser. Vous en pensez quoi de ce clip? Merci de populariser la chanson qui est une tube en Russie. Et je vais traduire un petit peu les mots. Je suis russe et j'ai de la chance. Donc là, voilà. Mais après, si vous montrez ce clip jusqu'à la fin, à la fin, vous verrez les inscriptions. Ingérence hier, ingérence maintenant, ingérence toujours. Donc là, ils se moquent. Les journalistes russes se moquent tout simplement sur ce mythe. Encore une fois, je vous reviens à ce mythe sur l'ingérence russe. C'est pas une manière d'appuyer sur la tête d'un candidat, en l'occurrence Joe Biden, en le ridiculisant absolument pour favoriser l'image de l'autre, c'est-à-dire Donald Trump.
Non, mais en fait, franchement, je vous dis, on est à la veille du Nouvel An, on peut se permettre ce genre de choses parce que c'est très ridicule, ces accusations d'ingérence. La Russie est partout, les traces russes sont partout, mais c'est ridicule parce que, franchement, comme disait Talleyrand, ce qui est excessif est insignifiant. Donc là, c'est vraiment excessif. Donc Russia Today pourrait faire le même clip sur Donald Trump. Non, mais c'est Biden qui est le président en exercice aujourd'hui aux États-Unis. Donc, mais vous auriez la même réaction si c'était sur Donald Trump? Écoutez, en tout cas, ça fait sourire ce clip et franchement, peu importe réaction ou pas, ça va. On peut les pardonner tout parce que c'est tellement gentil, c'est fait avec l'amour, je crois. On continue d'ouvrir tous les tiroirs en cette fin d'année puisqu'on a commencé cette émission en disant que c'était l'occasion de faire un peu le bilan de 2023 et d'ouvrir les perspectives 2024 et d'essayer de comprendre où se situe la Russie dans la géopolitique actuelle. Maintenant, on regarde ce qui se dit du côté de la Serbie. Je vous soumets vraiment toutes les questions qui se posent ces derniers jours et comme ça vous pouvez vraiment y répondre. Là-bas, encore une fois, la situation est tendue parce que l'opposition dénonce toujours des fraudes et conteste les résultats des élections législatives qui viennent de se dérouler. Très rapidement, le Kremlin, après les résultats, s'est félicité de ces résultats, de la victoire qui a été revendiquée, je le précise, par le parti présidentiel, en parlant de pays amical et fraternel. En fait, le résultat de la Serbie, à quel point ça vous arrange? Vous savez très bien que la question qui se pose depuis plusieurs jours, donc je vous la soumets encore une fois, c'est de savoir dans quelle mesure aussi la Russie se satisfait d'avoir une tête de pont comme ça en Europe via la Serbie. Vous savez, pour nous les Russes, nous n'utilisons jamais d'autres pays, des pays amicaux ou d'autres pays comme des têtes de pont. Pour nous, la Serbie, c'est un pays ami. Le peuple serbe, c'est le peuple frère. On se considère frères d'ailleurs des deux côtés, les frères russes, les frères serbes. La victoire du parti du président Vučić, c'est une suite logique vu les attentes du peuple serbe pour la stabilité dans leur pays, pour les bonnes relations avec la Russie, car vous savez très bien que sous le président Vučić, la Serbie n'a pas adopté les sanctions contre la Russie, bien sûr. Nous nous réjouissons de cette victoire. Et tout genre d'accusations comme quoi la Russie a effectué l'ingérence dans les élections serbes ou dans ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est tellement absurde. Et je ne peux même pas le commenter. Ceux qui disent et qui pensent que le Kremlin, la Russie, cherche à déstabiliser l'Europe par plein de moyens différents, vous répondez quoi? Oui, mais déstabiliser l'Europe comment c'est très difficile de comprendre ce genre de raisonnement. Je vais prendre ce que l'Europe essaie de déstabiliser la Russie, ça c'est clair, parce que donc là, tout le monde occidental coalisé ne fait que ça aujourd'hui, par tous les moyens, dans le cadre de la guerre hybride déclenchée contre notre pays. Mais comment la Russie veut déstabiliser l'Europe, c'est une très bonne question. Je vous soumets un exemple. Ouais. D'accord, la Finlande qui renforce ses liens militaires même avec Washington. On dépasse même la question de l'Europe. Un accord pour renforcer leur coopération militaire. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine a menacé en quelque sorte la Finlande. Il estime que l'entrée du pays dans l'OTAN va créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Il a même annoncé en réponse un renforcement militaire dans le nord-ouest de la Russie. Quels sont ces problèmes? De quoi la Russie menace-t-elle précisément la Finlande? Non, mais d'abord, il faut revenir bien en arrière et constater que la Finlande est entrée dans l'OTAN. Donc là, et après, bien sûr, vu la nouvelle donne, la Russie doit s'adapter à cette nouvelle donne et voir la Finlande pas comme un pays neutre comme avant, pas comme un pays bon voisin ou ami comme avant, mais un pays de l'OTAN, c'est-à-dire membre du bloc hostile à la Russie, qui déclare ouvertement la Russie, qui la positionne ouvertement comme un adversaire, comme une menace. Donc là, vu que la Finlande maintenant est entrée dans l'OTAN, la Russie doit se préparer, doit réagir d'une manière appropriée, doit quand même renforcer sa présence militaire dans la région. Donc là, c'est un ennemi, la Finlande? Non, c'est pas l'ennemi, la Finlande, c'est la Russie qui est considérée comme l'ennemi. Donc là, maintenant, nous ne pouvons que constater ce triste fait et s'y adapter. La Finlande, elle a dû fermer sa frontière en ne laissant un seul point de passage. D'ailleurs, je crois qu'il est même fermé, le dernier point de passage. Là, je me rectifie moi-même. Oui, ça s'ouvre, ça se ferme. La situation est très La Finlande, elle vous accuse d'exercer une pression migratoire aux frontières de l'Europe. Notamment sur son pays, en laissant passer des migrants qui n'ont pas les papiers nécessaires et de chercher à déstabiliser le pays en envoyant donc des vagues comme ça à ses frontières. Est-ce que vous utilisez l'immigration comme arme de déstabilisation? Voilà, un nouveau narratif, une nouvelle partie de la mythologie concernant la Russie, l'arme migratoire qui vient d'être née. Félicitations. Bon, la Russie n'utilise pas ce genre d'armes comme tous les autres types d'armes. Donc
Ça, c'est encore une invention qui permet de diaboliser la Russie encore plus. Je ne sais pas comment notre pays peut utiliser les migrants, d'où on doit les exporter et comment on doit les importer. Donc là, franchement, c'est encore une anecdote qui n'a rien à voir avec la réalité. Parlons maintenant du Proche-Orient, si vous le voulez bien. Je ne vais pas vous demander quel est l'avenir de la guerre, ni ce qu'il faudrait faire, puisque vous n'êtes pas un expert de ces questions, bien sûr. Mais on peut quand même vous demander ce soir, quel rôle cherche à jouer la Russie dans cette guerre ? La Russie, depuis déjà beaucoup d'années, a une ligne très conséquente par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Notre pays se prononce, mais dans la crise actuelle, bien sûr, c'est pour le cessez-le-feu immédiat et pour le respect du droit humanitaire international. Mais si on parle en termes plus généraux, la Russie se prononce bien sûr pour la coexistence de deux États, pour la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec la capitale à Jérusalem-Est, et de l'existence, et bien sûr en faveur de l'existence de deux États l'État israélien et l'État palestinien, qui vivent en bon voisinage, en sécurité, en paix, en amitié, en coopération. Vladimir Poutine, il a qualifié plusieurs fois de catastrophique la situation dans la bande de Gaza. Et puis il a dit lors de sa grande conférence de presse, échange avec des Russes du 14 décembre dernier, il a dit ceci. Regardez l'opération militaire en Ukraine et regardez ce qu'il se passe à Gaza et voyez la différence. Il n'y a rien de tel en Ukraine. Oui. Votre guerre, elle est moins terrible. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit au début de notre interview. Donc là, si on faisait la guerre en Ukraine, l'Ukraine serait transformée déjà en Gaza. Et donc, les villes entières rasées, je pense, on ne l'a pas cité tout à l'heure, Boutcha par exemple, rappelez que le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens. Oui. Ça n'existe pas. Bon, puisque vous utilisez la terminologie française à la légère, je dois vous apprendre quelque chose dans la langue française, en fait. Il y a deux dictionnaires réputés en France, c'est le Petit Robert et la russe. Donc tous les deux donnent la même définition de la déportation. Déportation, c'est l'internement dans le camp de concentration situé dans un territoire éloigné. Donc là, vous utilisez franchement le lexique de la Seconde Guerre mondiale. En fait, je vous soumets les termes précis utilisés par la Cour pénale internationale. Donc là, il faut pas... Ce ne sont pas mes mots, je ne les ai pas empruntés à quelqu'un, ce sont les mots de la Cour pénale internationale. Il ne faut pas inventer des choses, il ne faut pas confondre la déportation et l'évacuation. Si vous préférez de voir les enfants évacués des zones de combat et les enfants bombardés presque au quotidien, si vous préférez les voir morts, non, ce n'est pas notre choix. Donc ces enfants ont été évacués. Il s'agit, si vous voulez les chiffres, il s'agit de 700 000 enfants qui étaient évacués. La plupart de ces enfants étaient évacués accompagnés de leurs proches, de leurs parents ou de leurs accompagnants légitimes. Il y avait 2000 enfants, de ces 700 000 enfants, qui étaient évacués des orphelinats dans le Donbass. Donc là, ils n'avaient pas de parents. Et là, ces enfants-là étaient accueillis dans les familles en Russie. Donc en principe, il n'y a pas un enfant déporté, il n'y a que des enfants évacués. Donc il y a des enfants qui sont déjà rentrés dans les endroits où ils vivaient, dans le Donbass, dans ces régions-là. Tout ça, il y a des enfants accueillis par les familles russes. Tout ça sera mis sous le regard de la Cour pénale internationale encore et encore dans les prochains jours, les prochains mois et les prochaines années. La Corée du Nord, si la Corée entre en guerre ouverte et directe contre la Corée du Sud, est-ce qu'elle trouvera la Russie à ses côtés ? Si la Corée du Nord, qui menace aujourd'hui par la voix de son leader d'accélérer les positions militaires, le travail militaire, si un jour la Corée du Nord passait un peu plus à l'action, est-ce qu'elle trouvera la Russie à ses côtés ? Peut-être c'est une nouvelle discipline sportive de voir la Russie dans tous les affaires... dans tous les conflits, dans toutes les affaires et dans tous les conflits potentiels du monde, mais c'est... Mais il n'y a pas de deal entre... Je ne vois pas de lien entre tout ça. Il n'y a aucun deal entre la Corée du Nord et la Russie en termes d'armement notamment. Vous avez vu les dernières images satellites, les derniers articles de Bloomberg disant que quand même il y avait beaucoup d'armes nord-coréennes qui arrivaient sur le front ukrainien en ce moment. Il n'y a pas de deal entre la Corée du Nord et la Russie. Je ne dispose pas de ce genre d'informations. C'est les informations données par Bloomberg, c'est ses informations à lui, mais au niveau officiel, il n'y a pas ce genre d'informations. La Corée du Nord, c'est pas votre allié? C'est notre pays voisin et notre partenaire, mais on ne parle pas d'alliance militaire. Les alliances militaires, on n'en a pas, ni avec la Chine, ni avec le Corée du Nord, ni avec d'autres pays que vous avez en tête. On ne peut pas se quitter sans évoquer le cas d'Alexeï Navalny.
Bien sûr, l'opposant de 47 ans qui purge une peine de 19 ans, oui c'est ça, de prison pour extrémisme. On n'a pas eu de nouvelles pendant 3 semaines et puis finalement on a appris qu'il est donc vivant et qu'il a été transféré dans une prison en Arctique, une colonie pénitentiaire, une région reculée du nord de la Russie. C'est au-delà du cercle polaire arctique. Pourquoi ces jours de silence et pourquoi l'envoyer au-delà du cercle polaire arctique ? En tant que diplomate, je ne peux pas vous commenter les décisions ni de la justice russe, ni des services pénitentiaires. Donc là, s'il a été transféré, peut-être qu'il y avait des raisons pour ça, mais ça m'échappe complètement. C'est pas pour le briser définitivement. Écoutez, mais personne ne cherche à le briser. C'est un prisonnier, tout comme tous les autres. Donc tout le reste, je ne peux pas vous le dire. Vous dites aujourd'hui qu'en Russie, à l'aube de l'élection présidentielle, il y a une place pour l'opposition, que le Kremlin n'est pas en train de faire place nette ? Bon, selon les dernières infos de la Commission centrale électorale, il y a déjà une trentaine de candidats qui s'annoncent. Donc apparemment, ça donne, vous voyez, ça donne déjà une certitude que les élections seront très compétitives. Là, pour le reste, on verra bien sûr. Je ne peux pas vous prédire des choses, mais je crois que mes concitoyens feront un choix en faveur du développement stable et de la prospérité de mon pays dans le futur. Donc, vous espérez que ce soit en faveur de Vladimir Poutine. A priori, il y a assez peu de suspense. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Merci d'avoir été avec nous. On va